Bien, bonjour et bienvenue à tous. Alors, vous aurez sans doute compris depuis que nous en parlons que ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre comment les intellectuels chinois modernes ne peuvent pas s'empêcher d'essayer de puiser dans leur propre tradition, qui est effectivement une très longue tradition, pour penser la modernité qu'ils perçoivent comme venant d'abord d'Occident. Alors aujourd'hui, en fait, la Chine en est arrivée à se convaincre elle-même que la modernité n'est pas nécessairement à penser en termes occidentaux, mais en tout cas, c'est ce que les premiers intellectuels chinois modernes d'il y a un siècle ont essayé de faire. Alors, vous vous rappelez peut-être, pour ceux d'entre vous qui étaient là la semaine dernière, que je vous parlais de mes ancêtres présumés, donc les frères Cheng, Cheng Hao et Cheng Yi, que vous avez en haut de la diapositive, qui ont vécu donc au XIe siècle de l'ère chrétienne, qui correspond donc au début de la dynastie des Song, dynastie qui offre ce paradoxe d'avoir été une dynastie relativement moins puissante que certaines des précédentes, mais qui a représenté un véritable sommet du point de vue éducatif et culturel. Et de fait, donc, mes ancêtres, parmi d'autres lettrés, conseillers de l'empereur, donc, se sont employés à repenser donc, la façon de concevoir l'éducation du peuple. Et c'est en cela que ces Cheng, donc ces frères Cheng, ont inspiré le grand Zhu Xi, qui a vécu un siècle plus tard, et qui les considère véritablement tous les deux comme des maîtres. Et alors, c'est le travail conjoint des frères Cheng et de Zhu Xi, dont je rappelle qu'il est à peu près dans la tradition intellectuelle chinoise l'équivalent de Thomas d'Aquin, dans la chrétienté européenne, dans la mesure où il a véritablement non seulement fait une synthèse du confucianisme de son temps, mais aussi qui a carrément refondu cette tradition confucéenne, puisque il a tout simplement décidé que les 5 classiques qui existaient depuis les Han, c'est-à-dire le tout début de la chrétienne, depuis un millénaire, il a décidé que ces 5 classiques, dont vous avez la liste, je vous la rappelle, le Shijing, le livre des Odes, le Shujing, le livre des documents, le Yijing, le livre des mutations, le Liji, le traité des rites, et le Chunqiu, les annales des printemps et automnes. Donc ces 5 classiques étaient relativement moins importants pour l'éducation et l'édification du peuple que ce qu'il a nommé les Sishu, c'est-à-dire les 4 livres, qu'il a nommé au début justement de son commentaire par section et phrase, le Da Xue Zhangju de la grande étude. C'est donc la première phrase que vous avez, que nous avons lue la dernière fois, où il déclare que la grande étude, c'est véritablement le tout premier texte qui permet à tous ceux qui s'engagent dans le projet confucéen d'apprendre, xue, c'est-à-dire apprendre à faire de soi un être humain. Cette grande étude, c'est vraiment le premier texte. Et ensuite, vous avez donc le Lun, c'est-à-dire le Yu.
c'est-à-dire les entretiens de Confucius, et le Mengzi, le Mencius. Le Zhongyong étant le quatrième texte donc, qui vient former les 4 livres. Alors, donc, ces 4 livres, il faut rappeler que c'est donc Zhu Xi qui les met en quelque sorte au curriculum de tout apprenant, et qui fonde ainsi justement toute une tradition qu'on a appelée néo-confucéenne, qui correspond au chinois Li Xue, c'est-à-dire donc à l'étude du principe. Et c'est cette version donc du confucianisme qui, entre-temps, a absorbé, a digéré donc l'héritage bouddhique venu de l'Inde. C'est cette version du confucianisme qui va perdurer jusqu'à l'ère moderne, encore pendant un millénaire, et qui est à la base du curriculum exigé de tous ceux qui veulent rejoindre la bureaucratie impériale, qui sera donc le curriculum de base à partir de la dynastie mongole, de ce qu'on appelle en Occident justement les examens mandarinaux, c'est-à-dire des examens civils qui sont en réalité des concours. Et ce que je rappelle toujours, ce qui fait la proximité de la Chine par rapport à la France, puisque la France a hérité aussi, comme vous savez, de ce système des concours d'entrée à des grandes écoles, concours extrêmement sélectifs. Alors, je rappelle que la dernière fois, dans ce commentaire par section et phrase de la grande étude par Zhu Xi, dont la préface est datée de 1189, nous sommes à la fin du XIIe siècle, Zhu Xi note en passant que Chengzi, c'est-à-dire maître Cheng, alors on ne sait pas s'il s'agit d'un seul ou des deux, que le mot qin, qui veut dire être parent, faire partie de la même famille, ou être proche d'eux, Dangzuo Xin devrait se lire Xin, qui veut dire nouveau, ou en tant que verbe renouvelé. Bon, alors, bien sûr, on peut dire que ce sont deux caractères qui sont très proches, à quelques traits près, ils sont véritablement apparentés, mais ça change tout, évidemment. Enfin, quand vous dites on va remplacer la notion pour le souverain d'être proche du peuple, on va la remplacer par le souverain se doit de renouveler le peuple, de forger un peuple nouveau, c'est pas tout à fait le même sens. Et c'est une petite remarque en passant, mais un peu plus loin, Zhu Xi insiste sur le fait que Xin, nouveau, ce mot qui doit remplacer Qin, c'est à prendre comme un verbe, puisque il glose en disant que Xinzhe, oui, alors donc alors justement il emploie ce mot que dont je disais la dernière fois qu'il veut dire qui concerne le travail du cuir, d'une peau de bête qu'on prépare justement pour la transformer en cuir, c'est-à-dire qu'il s'agit de nettoyer la peau, c'est-à-dire lui enlever les poils, et en faire justement quelque chose de nouveau avec une nouvelle fonction. Et c'est ce que dit donc le texte ici, c'est-à-dire donc dans le cas du début de la grande étude où on nous disait qu'il faut commencer par Ming De, c'est-à-dire donc rendre encore plus lumineuse la vertu brillante. Alors une fois qu'on a fait ça, le texte dit il faut l'étendre aux autres, de façon à ce que eux aussi, je suis en train de traduire donc la phrase surlignée en rouge, donc
de façon à ce que aussi, les autres aussi puissent se débarrasser justement des vieilles saletés qui sont encrassées depuis longtemps. Alors, je rappelais que ce verbe que a toute son importance en tant que glose de Xin, de renouveler, puisque c'est le verbe qui a été retenu combiné avec la notion de mandat céleste. Quand vous changez, vous renouvelez le mandat céleste, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la révolution. Donc, Geming, c'est le composé qui en est venu à signifier la révolution. Alors, en bas de la diapositive, j'ai essayé de vous montrer en quoi ce processus de commencer par travailler sur soi-même pour rendre encore plus brillante sa vertu lumineuse, ça c'est ce qui correspond à la partie du projet confucéen qu'on appelle le Neisheng, c'est-à-dire donc la sainteté ou la sagesse intérieure qui se prolonge de façon continue, absolument sans rupture, vers le Waiwang, c'est-à-dire la royauté extérieure, c'est-à-dire c'est cette façon justement d'étendre ce travail moral qu'on fait sur soi-même individuellement, de l'étendre aux autres, de l'étendre à sa famille, de l'étendre au peuple et de l'étendre finalement au monde entier. Et on peut voir là, en fait, aussi, au passage, probablement, en fait, l'emploi des termes, c'est-à-dire donc enlever les impuretés, bien nettoyer, etc. On peut y voir, en fait, une influence bouddhique, puisque toutes ces métaphores du nettoyage, de bien frotter, enlever les saletés, etc., se rencontrent très souvent dans la littérature bouddhique à propos de l'idéal du bodhisattva. Le bodhisattva, c'est l'être d'éveil qui, à la différence du Bouddha, le Bouddha, c'est l'être qui a déjà connu l'éveil, qui donc est déjà entré en nirvana. Donc le bodhisattva, c'est celui qui, avant d'entrer lui-même justement dans l'état de Bouddha, ne se garde justement, enfin évite de garder l'éveil pour lui-même et prend soin justement de l'étendre à tous les êtres souffrants. Donc c'est pour ça que vous avez dans la statuaire, la sculpture bouddhique, justement ces bodhisattvas qui sont représentés avec en général les yeux baissés vers le monde souffrant. Bien. Je referme la parenthèse bouddhique, mais enfin tout ça, quand vous lisez justement les textes dans l'original, il faut toujours faire très attention aux termes choisis et justement à ce qu'évoquent les métaphores qui sont elles-mêmes aussi soigneusement choisies. Et sur la dernière ligne de la diapositive, vous avez donc une élaboration justement de ces deux dimensions, de la sainteté ou de la sagesse intérieure, qui ensuite se développe, s'étend vers la royauté extérieure. La sagesse intérieure, ça commence, comme nous dit le texte de la Grande Étude, par Kou, c'est-à-dire donc examiner les choses dans leur réalité, Zhi, de manière à pouvoir étendre sa connaissance. On avait déjà insisté sur le fait que connaissance ici n'est pas à prendre au sens accumulation de savoir, accumulation d'informations, mais élaboration et édification de soi du point de vue moral, de façon à, et on continue sur la dimension extérieure, Shinmin, c'est-à-dire pouvoir renouveler le peuple. Et cette notion de renouveler le peuple est en fait une illustration par excellence de ce qui a toujours existé dans l'enseignement confucéen, c'est-à-dire le Jiaohua, la dernière expression que vous avez
sur la dernière ligne, en bas à droite, Jiao Hua qui veut dire donc Hua transformé par le Jiao, c'est-à-dire par l'enseignement. Donc le souverain, en fait, c'est idéalement, dans l'esprit des Confucéens, ça devrait être d'abord un modèle exemplaire du point de vue moral et qui est justement par son exemplarité capable de transformer le peuple à la manière d'un maître qui transforme donc ses disciples par son enseignement. Alors là, vous percevez à quel point donc nous sommes dans un schéma éminemment élitiste, puisque c'est par le souverain et par lui seul, c'est-à-dire c'est par le haut, que le peuple doit être éduqué, cultivé et élevé au sens propre du terme, moralement. Donc ça, ça vous donne un petit peu la nature intrinsèque en fait du confucianisme, de l'enseignement confucéen. Et ça me permet de commencer à répondre à une question que j'ai eue la dernière fois après le cours. Une auditrice est venue me trouver, ça fait des années que je suis votre cours, et chaque fois je me demande où sont passées les femmes. Bon, alors, la réponse un peu facile, c'est de lui répondre « mais moi, je suis une femme, madame ». Et évidemment, la réponse qui suit, c'est de dire « je n'y peux rien si l'esprit confucéen, c'est un esprit quintessentiellement paternaliste et patriarcal ». Donc, je ne peux pas inventer un féminisme confucéen, ça n'existe pas encore, en tout cas. Bon. Un jour, on va peut-être arriver à parler des femmes, mais pour l'instant, vous voyez que nous sommes dans un monde exclusivement masculin. Alors, cette idée d'ôter l'ancien, pour renouveler le peuple, qu'on retrouve presque un millénaire plus tard chez des réformateurs modernistes, à la fin du XIXe siècle, ça nous mène donc à ces deux-là, dont je vous montrais la photo la dernière fois. Donc, le maître assis, Kang Youwei, qui a vécu de 1858 à 1927, et debout à côté, dans la posture du disciple, qui assiste le maître debout, Liang Qichao, dont il sera beaucoup question cette année, qui lui a vécu de 1873 à 1929. Alors, vous les voyez ici, donc, alors non seulement dans la scénographie du maître et du disciple, mais aussi dans la tenue des lettrés de la Chine manchoue de la fin du XIXe siècle. C'est une époque où ils se préparent tous les deux justement à essayer d'effectuer la toute première tentative de réforme du système politique impérial de toute l'histoire chinoise, qui a abouti à 1898, les 100 jours de 1898, où ces deux-là, enfin suivis de tout un groupe de lettrés réformistes, ont essayé d'imposer donc à l'empereur l'idée justement de réformer le système impérial en une monarchie constitutionnelle conçue essentiellement sur le modèle anglais, c'est-à-dire donc avec un souverain régnant et un parlement, une constitution par ailleurs. Alors, comme vous savez, donc, ou j'espère que vous le savez, 1898 a été un fiasco absolument intégral. Beaucoup de meneurs
de cette tentative de réforme ont été arrêtés, exécutés sans véritable procès, décapités sur place. Et alors nos deux larrons, eux, ont réussi à s'échapper en partant vers le Japon. Et alors, quelques années plus tard, vous retrouvez notre Kang Youwei. Ici, il est en Suède. Parce que Kang Youwei, en fait, part faire une espèce de tour du monde pour essayer de lever des fonds dans le monde entier auprès notamment de la diaspora chinoise, des communautés chinoises d'outre-mer, de lever des fonds pour justement sauver ce projet de monarchie constitutionnelle qui a capoté du fait de l'opposition de la fameuse impératrice douairière Cixi. Et alors, ici, vous voyez Kang Youwei qui, en Suède, a la riche idée, si j'ose dire, d'acheter une île. Donc, il y a une petite île, en fait, au large de Stockholm, que Kang Youwei a achetée pour une somme assez rondelette, parce que Kang Youwei essayait de poser des jalons, des balises pour justement son projet de préservation de l'empereur. Et alors vous voyez que sur la photo, alors que les deux messieurs à côté de lui sont chinois mais portent des costumes occidentaux, Kang Youwei, lui, ne quitte pas sa tenue de lettré traditionnel, donc avec la coiffe, la tunique longue, etc. Alors que pendant ce temps-là, son disciple, Liang Qichao, lui se retrouve donc au Japon, et donc le Japon qui, à la fin du XIXe siècle, ça fait déjà plusieurs décennies qu'il est en pleine réforme Meiji, réforme occidentaliste, modernisatrice, et donc la plupart des Japonais qui exercent une forme de pouvoir politique s'habillent à l'occidental, donc costume, cravate, etc. Et donc Liang Qichao, lui, adopte justement ce costume occidental. Donc vous voyez un petit peu déjà la divergence qui se dessine, la divergence de costumes vestimentaires qui commence à se dessiner entre le maître et le disciple, et on va voir que ça va aboutir à une opposition totale. Alors, malgré tout, donc l'un et l'autre, chacun à sa façon, s'engagent donc en exil à une activité, ou plutôt un activisme politique, qui commence par la création frénétique de journaux, c'est-à-dire d'organes d'expression publique, qui assurent bien sûr l'ouverture d'un espace public et d'une société civile. Et donc là, vous verrez justement que ces journaux se multiplient, donc ils représentent à eux seuls en fait une forme de pluralisme de l'expression, et aussi défendent une certaine forme de liberté d'expression. Alors, Liang Qichao, c'est donc, il est devenu dans l'histoire moderne chinoise celui qu'on présente comme l'inventeur du journalisme politique, le promoteur des réformes démocratiques et l'introducteur de la théorie politique occidentale auprès des lecteurs chinois et sinophones, et donc en gros celui qui a conduit la Chine à rompre avec sa tradition plurimillénaire. Alors, en réalité, donc, l'image est évidemment beaucoup plus nuancée que ça, beaucoup plus complexe, puisqu'on peut dire que même si Liang Qichao n'a pas vécu très vieux,
On peut dire qu'il a connu plusieurs périodes, hein, un peu comme quand on parle de Picasso, il y a eu la période bleue, la période rose, etc. Bon, alors chez Liang Qichao, c'est la même chose. Vous avez d'abord ce qu'on peut considérer comme la période réformiste, celle qui couvre les années 1896 à 98, c'est-à-dire les années qui aboutissent justement à cette tentative de réforme politique ratée. Cette période est suivie d'une période d'exil au Japon, entre 1899 et 1903, où Liang Qichao donc découvre au Japon tout l'apport moderne occidentale, en particulier les théories politiques venues d'Occident, absorbe ça là aussi à grande louchée, si j'ose dire. Et ensuite, entre 1904 et 1911, Liang Qichao ferraille avec donc un parti opposé, c'est-à-dire donc il défend une certaine forme de monarchie constitutionnelle contre ceux qui finiront par se regrouper derrière Sun Yat-sen, ceux qui sont partisans de la révolution. C'est-à-dire donc on ne va pas essayer encore une fois de faire une réforme graduelle en douceur, etc. Il faut carrément tout changer, mettre à la poubelle de l'histoire justement tout le passé de la Chine et faire une révolution, ce qui sera fait donc justement en 1911, cette révolution de 1911 qui a donné lieu donc à la toute première république chinoise. Et alors après, à la fin de sa vie, donc entre 1912 et 1929, donc Liang Qichao, qui fait partie justement des perdants dans ce schéma historique, puisque c'est la révolution qui a triomphé, donc se replie sur des activités culturelles. Il écrit beaucoup, il écrit en fait des ouvrages qui sont un peu des synthèses historiques, et il fait un petit peu le bilan de ce qu'il a essayé de faire pendant sa vie. Donc on peut dire que Liang Qichao, c'est quelqu'un, véritablement un intellectuel vivant, qui a changé de position, d'opinion plusieurs fois dans sa vie, et qui ne cachait absolument pas que lui-même en fait se bagarrait avec des tensions internes entre ce qu'il appelait d'un côté ses tendances conservatrices, c'est-à-dire en fait toute sa formation confucéenne, parce qu'il ne faut pas oublier que Liang Qichao c'est véritablement quelqu'un qui a été formé à l'ancienne, en étant disciple de Krang Yue, qui lui-même, Krang Yue, j'ai eu l'occasion de montrer comment Krang Yue, c'est un petit peu le dernier des Mohicans, c'est-à-dire le dernier lettré au sens traditionnel, qui connaissait très très bien ces classiques confucéens, qui a essayé d'utiliser ces classiques confucéens pour penser quelque chose de nouveau, quelque chose de moderne, mais qui n'a pas réussi. Et Liang Qichao, son disciple, qui a compris que c'était plus la peine d'aller chercher directement dans les classiques et qu'il fallait vraiment se tourner vers autre chose. Donc chez Liang Qichao, donc toujours cette tension entre le côté conservateur confucéen, parce que c'est quand même resté un confucéen bon teint, et de l'autre côté, justement, tout ce qu'il a absorbé au Japon, c'est-à-dire donc ces idées qu'il appelle progressistes ou on pourrait dire pro-démocratiques. Voilà. Alors il y a toujours cette éternelle tension que, un siècle plus tard, vous retrouvez encore chez beaucoup de nos intellectuels chinois contemporains, qui essayent d'un côté de se raccrocher à cette tradition confucéenne en disant mais en fait on peut fouiller justement dans ce trésor pour y trouver des ressources qui nous permettent alors non seulement de penser la modernité occidentale, mais de penser une modernité qui serait mieux que la modernité occidentale.
Alors, voilà, donc il faut rappeler que Liang Qichao, on voit que c'est quelqu'un de complexe, quelqu'un de tourmenté, et pour cause, parce que en fait, il vit dans un monde qui, on va le voir, ressemble assez à celui que nous connaissons aujourd'hui, hein, c'est-à-dire un monde violent, hein, un monde en conflit, hein, un monde qui essaye de se référer à des principes démocratiques à certains endroits, hein, mais qui le sont de moins en moins, hein, et un monde qui est surtout dominé, hein, par toute une série de ismes. Alors Dieu sait que j'aime pas les ismes, mais enfin, pour faire court, donc au début du XXe siècle, nous sommes dans un monde qui connaît les débuts du capitalisme, hein, le capitalisme américain. Vous avez un monde qui est dominé aussi par le colonialisme des puissances européennes, et un monde, en gros, où domine donc l'impérialisme. Donc, vous avez ces intellectuels chinois qui ont à absorber en un temps très court donc un apport d'à peu près 2000 ans, enfin d'héritage intellectuel européen, et qui sont en même temps confrontés à une réalité chinoise absolument catastrophique, hein, parce que la Chine de l'époque, on a eu l'occasion de l'évoquer il y a quelque temps ici, hein, la Chine de l'époque, aux yeux des puissances européennes, c'était un gros melon, hein, qu'il s'agissait de se partager. Hein. Donc vous aviez donc la France, l'Angleterre, la Russie, etc., prêtes à se partager le melon chinois. Hein. Et donc, vous êtes dans une époque où la Chine est menacée carrément de disparaître de la carte. Elle a failli connaître le sort de la Pologne à un moment donné. Hein. C'est assez difficile de se représenter ça maintenant, mais c'est le cas. Donc, vous voyez un petit peu le contexte. Et donc, ce que fait Liang Qichao, hein, face à ce contexte, ce monde très, très difficile, en fait, il écrit. Hein, c'est un intellectuel, donc il se bat avec non pas sa plume, mais son pinceau. Hein, et donc, comme je l'ai dit, il crée des journaux, hein, vraiment en quantité, les uns après les autres. Hein, et tous ces écrits sont regroupés dans cet ensemble, cette collection, dont vous avez le titre sous la photo de Liang Qichao sur la diapositive, qui s'appelle donc le Yinbing Shi Heji, hein, c'est-à-dire donc les œuvres collectées, hein, du studio, hein, du buveur de glace, du buveur d'eau glacée. Alors, c'est quoi cette histoire d'eau glacée? Ça vient non pas du frigidaire, mais ça vient du Zhuangzi. Zhuangzi au chapitre 4, qui évoque justement cette image de l'eau glacée qui n'arrive même pas en fait à éteindre un feu intérieur. Hein, quand vous êtes envahi par une sorte de feu intérieur parce que vous êtes dans une angoisse, une anxiété extrême, hein, même de l'eau glacée n'arrive pas en fait à éteindre ce feu. Hein. Donc c'est cette image que Liang Qichao a retenue quand il était au Japon, c'est-à-dire il est en exil, il n'est plus chez lui, hein, il est en pays étranger et il essaye à partir de là de penser à un avenir pour la Chine. Donc il y a de quoi être stressé, comme on dirait maintenant, et donc d'avoir besoin de boire de l'eau glacée. C'est ainsi qu'il a nommé donc le studio dans lequel il travaillait donc au Japon. Alors, pour parler donc de la production
journalistique de Liang Qichao, je m'appuie très lourdement sur les travaux de collègues dont j'ai déjà eu l'occasion de mentionner les noms, notamment donc ma collègue qui a beaucoup enseigné à Paris 7, ensuite Paris Diderot, devenue maintenant Université Paris-Cité, Céline Wang, Wang Xiaoling de son nom chinois, qui elle en fait est la grande spécialiste de l'introduction des idées de Rousseau en Chine. Mais en fait, plus largement, elle s'est beaucoup intéressée à l'introduction des idées démocratiques et justement de toutes les théories européennes et françaises en particulier sur le rôle du peuple dans le système politique idéal. Et l'autre collègue dont je vous ai déjà parlé, c'est Félix Ma Jun de son nom chinois, qui est lui un peu plus jeune, qui a soutenu une excellente thèse en 2013 intitulée Liang Qichao et la trajectoire politique moderne de la Chine, sous-titre Les aléas de l'institutionnalisation républicaine entre 1912 et 1917. Et quand je dis que c'est une excellente thèse, elle ne pouvait pas être autre que excellente pour la bonne raison que Ma Jun l'a préparée sous la direction de l'éminent Yves Chevrier, dont j'ai également eu l'occasion de signaler son magnum opus, même magnissimum opus, donc en 2 volumes, chaque volume comptant plus de 1000 pages, donc vous êtes prévenus, donc qui s'intitule L'Empire terrestre. Le premier volume, oui, donc le sous-titre c'est L'histoire du politique en Chine au XXe et XXIe siècle. Le premier volume s'intitule La démocratie naufragée et le deuxième volume s'intitule L'État restauré à partir donc de 1977 jusqu'à nos jours. Bien, alors c'est une suggestion de lecture pour vos vacances de Noël au cas où vous ne sauriez pas quoi lire. Alors, donc j'ai également eu l'occasion de signaler cet ouvrage d'une collègue américaine qui s'appelle Joan Judge et qui s'intitule donc Print and Politics. C'est paru donc aux presses universitaires de Stanford en 1996, dans lequel en fait elle fait justement le lien, elle établit le rapport très étroit qu'il y a entre la presse et la politique, puisque la presse en fait est un moyen d'expression public, justement, comme je l'ai dit, qui ouvre un espace de débat public et qui donc a un rôle éminemment politique. Alors, dans la floraison du journalisme, de la presse chinoise, Liang Qichao, qui n'était pas forcément modeste, il s'est beaucoup présenté lui-même comme faisant l'effet d'une bombe dans le monde journalistique. Mais en fait, quand on regarde la réalité historique, et notamment quand on lit Joan Judge et d'autres auteurs, on s'aperçoit que bien avant lui, il y avait déjà des journaux qui tiraient à plusieurs milliers d'exemplaires par jour, qui existaient en Chine dès les années 1870. Alors, parmi les plus importants figurait donc un journal de Shanghai qui s'appelait le Shenpao. Le Shen, c'est par référence à l'ancien nom
de la rivière qui passe à Shanghai, qui s'appelle le Huangpu, et qui avait comme ancien nom le Shen. Donc Shenpao, c'est un journal shanghaïen. Et vous aviez aussi un autre grand journal à grand tirage à Hong Kong, qui s'appelait le Xinhuan Ribao. Donc là, petite pensée pour le magnat de presse Jimmy Lai, qui est menacé d'être emprisonné à vie, justement pour s'être opposé donc à la mainmise de Pékin sur les droits humains et droits démocratiques à Hong Kong. Alors, ces deux journaux de Shanghai et de Hong Kong disposaient de véritables réseaux de diffusion à l'échelle nationale, et le Shenpao était largement lu dans les milieux gouvernementaux par les fonctionnaires locaux et aussi par un très vaste lectorat, principalement urbain. Et ces journaux traitaient dans leurs éditoriaux de la plupart des questions pertinentes liées aux politiques de réforme, à la politique en général, aux affaires étrangères, exactement comme un journal occidental, et offrait également un espace de discussion libre sur tous ces sujets dans leur rubrique de courrier des lecteurs. Et vous voyez aussi que sur la première page de cette édition du Shenpao, vous avez aussi des éléments de publicité. Vous en avez une autre ici qui fait la publicité de cigarettes. Bon. Et je voulais vous montrer quand même aussi cette une du Shenpao de l'année 1920, où vous avez ce personnage qui rappelle un petit peu la fameuse peinture Le Cri, et qui dit justement dans la bulle Jiu Ming, c'est-à-dire donc au secours, sauvez-nous la vie. Et vous avez ici la représentation de quelqu'un qui est en train de mourir de faim, puisque en fait il s'agit justement d'un appel à des dons pour une région de Chine complètement sinistrée du fait de la famine en 1920. Et je voulais également vous montrer dans le sillage de cette image donc la une d'un autre journal, le Shibao, de 1921, le nom anglais The Eastern Times, où vous avez en haut, c'est peut-être pas très clair, donc des photos, vous avez un espèce de reportage photo, là aussi d'une situation de famine en 1921. Donc vous voyez que il y a à peine un siècle, la famine était encore un phénomène très très courant en Chine. Alors, ce qui est évidemment ce qui est frappant sur cette une, c'est qu'en haut, vous avez les images de ces gens qui meurent de faim, et puis juste en dessous, donc, la photo d'un mariage, donc un jeune couple marié, voilà, enfin bon, qui fait très rubrique people. Donc, donc tout est un petit peu mélangé ici. Alors, je voulais vous signaler quelques travaux importants justement sur l'histoire de ces journaux, en particulier du Shenpao, qui a été très largement étudié par notre collègue aujourd'hui décédé, collègue allemand, le professeur Rudolf Wagner de l'université de Heidelberg, qui est né en 1941, qui est mort en 2019, et qui vient des études classiques, donc c'est un sinologue enfin de la sinologie classique, des textes anciens, et qui en est venu à s'intéresser justement à la diffusion de ces journaux de l'époque chinoise moderne, c'est-à-dire donc en particulier à ce Shenpao qu'il a étudié entre les années 1872 et 1897. Et à côté, vous avez un autre ouvrage qui est dû à une madame Tsai Weiping, qui s'appelle donc, qui est en anglais, qui s'appelle Reading Shenpao,
Nationalism, Consumerism and Individuality in China, 1919-1937. Donc, lire le Shenpao, nationalisme, consumérisme et individualité en Chine entre 1919 et 1937. Donc, vous voyez que nos deux spécialistes, le collègue allemand et la collègue Tsai Wei-ping, donc, qui, je crois, enseigne aux États-Unis, s'intéressent à des périodes différentes donc, de ce très grand journal. Alors, parmi ces journaux, donc il faut commencer évidemment par ce que Céline Wang appelle la première vague, c'est-à-dire la toute fin du XIXe siècle, entre 1895 et 1898, une première vague qui est portée donc par le mouvement réformiste incarné par nos deux larrons, Krang Yo-wei et Liang Qichao, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dans ces journaux, ces deux larrons s'efforcent de présenter un nouveau système politique inspiré des idées occidentales dans le cadre d'une vision rénovée du confucianisme, qui serait justement, qui se distinguerait du confucianisme traditionnel qui prédominait encore à leur époque. Et ce faisant, ces réformateurs s'appuient beaucoup sur l'apport des missionnaires chrétiens, mais surtout des missionnaires protestants, anglophones, et ils ont recours à ce qui s'appelait à l'époque, c'est la deuxième ligne de la diapositive, les qiangxuehui, c'est-à-dire donc les sociétés d'études pour se renforcer. Donc toute la période qui a précédé justement ce mouvement de réforme de 1898 est sous le signe et vous avez le titre de ce journal, le Qiangxuebao, c'est-à-dire donc le journal de l'étude qui permet justement de se rendre plus fort. Qiang. Alors, ce mot qiang, c'est un mot qui a beaucoup de connotations dans la littérature ancienne. Vous avez ça évidemment dans le livre des mutations. Et cette formule qui dit ziqiang buxi, c'est-à-dire donc se rendre plus fort sans jamais s'arrêter. Et là, en fait, à la fin du XIXe siècle, c'est tout un mouvement qui a donné lieu à la construction, par exemple, de l'arsenal de Fuzhou, de l'arsenal de Nankin, où la Chine des Mandchous essaye justement de s'armer contre les agressions des puissances européennes qui commencent justement à devenir de plus en plus agressives à partir du milieu du XIXe siècle. Donc là, la Chine a depuis longtemps compris qu'il fallait véritablement se renforcer. Et donc ce mot qiang, qui fait également référence à un programme légiste de l'Antiquité chinoise pré-impériale, ce courant légiste, le Fajia, qui préconisait deux choses. Fuguo, c'est-à-dire donc rendre le pays riche, enrichir le pays, et qiangping, c'est-à-dire donc renforcer l'armée, renforcer la puissance militaire. Donc ce Fuguo qiangping, vous avez donc un écho ici avec le mot qiang, qui veut dire donc vraiment se rendre plus fort, se donner de la force, et dont vous avez évidemment le programme tout à fait appliqué par la Chine actuelle. La Chine actuelle ne fait rien d'autre que ça, donc s'enrichir et se rendre plus puissant militairement. Alors, vous avez sur la diapositive donc le nom de ce journal, vous avez le nom de ces sociétés savantes qui visait justement à cet auto-renforcement,
et le nom du mouvement lui-même qui s'appelle Ziqiang Yundong, c'est-à-dire donc le mouvement qui consiste à se renforcer soi-même, qui porte souvent un autre nom, qui est Yang Yundong, c'est-à-dire donc le mouvement littéralement des affaires occidentales. Yang, ça désigne en fait les océans, donc le monde occidental, c'est le monde au-delà des océans, donc tout ce qui est Yang, c'est occidental. Quand vous dites Yangren, ce sont des occidentaux. Et donc là, il s'agit de s'employer justement à se renforcer soi-même sur le modèle occidental. Alors, une image emblématique de ce mouvement d'auto-renforcement, vous voyez ces fonctionnaires mandchous, donc avec la tunique et la cape mandchou, la coiffe mandchou, donc qui s'initie au maniement donc de ce qui se faisait de mieux à l'époque comme armement, cette espèce de char de guerre automatique, et comme je le disais, donc la création en particulier de différents arsenaux. Vous avez un autre journal ici très important de l'époque, à savoir donc le Shirubao, c'est-à-dire donc le journal des affaires contemporaines, qui s'intitule en anglais The Chinese Progress, le progrès chinois, entre 1896 et 1898, où Liang Qichao se distingue déjà en publiant donc une série d'articles, 21 très exactement, intitulés donc Bianfa Tongyi, c'est-à-dire donc la signification, enfin une discussion générale sur la façon de bianfa, c'est-à-dire de littéralement changer les lois ou réformer les institutions, et qui a connu un retentissement assez considérable. Alors, ce Shirubao, c'est un journal également édité à Shanghai par Kang Youwei et ses disciples, et qui traduit déjà énormément de journaux étrangers. Donc on traduit à partir de l'anglais, à partir du français, du russe, du japonais. Et alors c'est un journal qui est relativement confidentiel au départ, il tire à 4000 exemplaires au départ, et ensuite, à son apogée, on est à 17 000 tirages quotidiens. Donc, vous voyez que là, en fait, nous sommes à des échelles tout à fait comparables à ce qui se passe pour la presse occidentale. Et maintenant, en ce qui concerne donc plus spécifiquement Liang Qichao, au moment où il doit s'exiler au Japon, la première chose qu'il fait, c'est, dès qu'il arrive au Japon, c'est de créer aussi de nouveaux journaux. Alors, à commencer par celui-ci, le Qingyi Bao. Alors, on ne sait pas trop comment traduire ce titre. On pourrait dire le journal des discussions pures. Alors, le Qingyi, ça c'est intéressant, c'est une référence à quelque chose qui s'est passé à la fin de la dynastie Han, c'est-à-dire au IIe siècle de l'ère chrétienne, où s'est formé une sorte de mouvement de lettrés qui se décrivaient eux-mêmes comme qing, c'est-à-dire comme purs, face à un pouvoir impérial corrompu. Donc vous aviez en fait cette faction en fait de lettrés purs contre un pouvoir impérial qui considérait comme corrompu. Donc c'est un mouvement qui a été là aussi écrasé dans le sang. Et donc c'est pas du tout un hasard que Liang Qichao choisisse d'intituler son premier journal à Yokohama, au Japon,
donc de cette façon. Alors, manque de chance, les locaux du journal brûlent quelques années plus tard, mais qu'à cela ne tienne, Liang Qichao en crée immédiatement un autre qui l'intitule, et ça c'est quelque chose de très intéressant pour nous, le Xinmin Congbao, c'est-à-dire donc on pourrait dire la revue, le périodique qui concerne donc Xinmin. Et là on retrouve donc l'expression de la grande étude revue et corrigée par Zhu Xi, c'est-à-dire donc la revue qui soit alors du nouveau peuple, soit, si vous prenez Xin comme verbe, la revue qui vise à faire un peuple nouveau, à renouveler le peuple. Donc, journal qui est créé en 1902, qui va durer jusqu'à 1907, et sur lequel, donc, vous trouvez toute une série d'articles que Liang Qichao a consacré à la thématique justement du renouvellement du peuple, le Ximinshua, entre 1902 et 1906. Et sur ce journal, vous avez un article de recherche assez approfondi, toujours de notre Ma Jun dont je parlais tout à l'heure, article qui s'intitule Ximin Congbao, journal du nouveau citoyen. Lui choisit de le traduire comme ça, entre 1902 et 1907, et qui est paru aux presses de l'INALCO, de l'Institut national des langues et civilisations orientales, en 2020, dirigé par notre collègue japonologue Nathalie Kwame, qui a dirigé donc une énorme encyclopédie des historiographies Afrique, Amérique, Asie, où vous avez donc, en fait, c'est véritablement une encyclopédie avec des articles spécialisés sur justement tout ce qui concerne l'historiographie dans toutes ces aires, c'est-à-dire ces aires qui concernent le monde, sauf l'Europe. Et ça correspond en fait à la définition de l'INALCO, le Langzhou pour les intimes, qui concerne toutes les langues du monde, sauf les langues européennes. Voilà. Donc ce n'est pas simplement les langues orientales, c'est vraiment le monde entier. Alors, je vais devoir m'arrêter ici. Je m'aperçois que le temps passe très très vite. Et j'espère donc vous retrouver pour l'année prochaine, en vous souhaitant vraiment de passer une fin d'année aussi paisible que possible, essayer d'allumer quelques lumières dans notre monde très, très sombre et très noir. Et je terminerai en fait sur une note très, très confucéenne. Je reviens à mon paternalisme patriarcal et très, très, comment dire, sino-centré. Vous avez ici une image, je pense que c'est la fête des Lumières de Lyon, mais qui me paraissait être une très bonne illustration de cette phrase des entretiens de Confucius, qui vous dit, c'est le maître qui vous parle, Ziyue, Wei zheng yi de, pi ru bei chen, ju qi suo, zhong xin gong zhi, c'est-à-dire donc gouverné par la vertu d'humanité, c'est comme être l'étoile polaire. Ça consiste en fait à rester en son centre et attendre que toutes les autres étoiles regardent vers le haut justement pour s'en servir comme modèle. Donc vous avez ici donc cette représentation très autocentrée, très élitiste de l'enseignement du peuple par le haut. Merci beaucoup.